L'histoire de l'apparence masculine est marquée par ce que l'historien de la mode John Flugo, dans The Psychology of Clothes, qui est un ouvrage ancien de 1930, a nommé The Great Masculine Renunciation, à savoir l'abandon aux femmes du registre de la couleur, de l'accessoire et du bijou, renonciation située par Flugo à la fin du XVIIIe siècle. Si l'on compare l'homme de la Renaissance avec ses vêtements rehaussés de joyaux, ses multiples bagues, ses boucles d'oreilles, ses colliers et ses pendentifs, à l'homme de l'époque victorienne, je vous montre quelques hommes de la Renaissance, tout de noir vêtu, j'ai perdu ma ligne du coup, tout de noir et sans autre ornement qu'une discrète chaîne de montre ou la tête d'une épingle à cravate. Le contraste est effectivement frappant. La trajectoire d'un bijou élisabétain nommé The Drake Jewel semble résumer matériellement à lui seul ce contraste. Donné par Elizabeth à Francis Drake en 1588 et porté par celui-ci dans son tableau qui date de 1591 sur une longue chaîne, on le voit là, et là c'est le vrai. Il apparaît une nouvelle fois, en fait c'est un bijou qui a été gardé dans la famille, et il apparaît une nouvelle fois dans une autre peinture, cette fois du 19e siècle, en 1884, mais bien évidemment c'est cette fois-ci au cou d'une femme et non d'un homme, et on peut mesurer le trajet culturel d'un tel bijou en imaginant l'incongruité qu'aurait ce bijou au cou d'un homme à la même époque où il a été peint au cou de cette femme qui est en 1884. Mais si la catégorie de renonciation a souvent été utilisée par les historiens pour expliquer ce phénomène, il convient de la complexifier, c'est ce que je voudrais faire aujourd'hui. Là où Flugel parlait du moment où les hommes, je le cite, « abandoned their claim to be considered beautiful and henceforth aimed at being only useful », opposant en cela beauté et utilité, nous voudrions étudier l'évolution du bijou masculin entre le XVIe siècle et la fin du XVIIIe siècle en termes non d'une renonciation, mais d'un déplacement progressif des pratiques masculines du bijou, où les catégories d'ornement et d'utilité sont bien plus imbriquées que ce que la formule de Flugel peut laisser penser. Il est vrai que dès le XVIIIe siècle, certains bijoux ont disparu du vestiaire masculin. Seuls certains accessoires demeurent ou s'affirment comme les instruments essentiels de l'élégance masculine. On l'a vu, la montre, la boîte à priser, le pommeau de canne sont des exemples où le bouton, on y reviendra. Mais ne s'affichant plus comme de simples parures, ces bijoux masculins se dissimulent dans des accessoires utiles ou des objets qui, portés dans la poche, ne sont visibles que lorsqu'ils sont utilisés, manipulés. C'est le cas des boîtes à priser, des étuis et des nécessaires. Ils n'en restent pas moins richement ornés et porteurs de significations de statut, de distinction et de goût. Nichés dans des accessoires qui ne s'arborent plus mais se révèlent au gré de leur utilisation, le bijou masculin n'a pas disparu, il s'est fait objet. Et avec le reflux de ces objets faire des espaces plus intérieurs, c'est toute une gestuelle particulière qui doit s'inventer autour des bijoux masculins, de leur utilisation et de leur manipulation. Le geste de sortir sa montre de sa poche à gousset, celui de sortir sa boîte à priser de celle de son habit, de l'ouvrir pour y prendre une pincée de tabac, dessine alors une gestuelle spécifique qui contribue à inscrire le masculin dans une série de pratiques incarnées, embodied practices, tout autant que dans les accessoires qui les sous-tendent. Alors ma présentation sera en 3 parties, de manière très originale, et chronologique. C'est-à-dire que d'abord, je m'intéresserai aux bijoux masculins au XVIe et XVIIe siècle pour montrer en fait que c'est une période qui correspond à une fluidité de la catégorie du masculin et féminin par rapport à la notion de bijou. Un deuxième aspect, c'est la grande visibilité du bijou, même si bien sûr il y avait des bijoux qui étaient aussi portés sous l'habit, il y a aussi beaucoup de bijoux qui sont en surface. Pour ensuite aller vers le XVIIIe siècle, qui correspond plus à une fossilisation des catégories de masculin et féminin, et où le bijou, comme je disais, vient se nicher dans des détails du vêtement, semble avoir besoin d'une justification sartorielle, c'est-à-dire c'est une utilité par rapport au vêtement, ou, dans un deuxième cas de figure, se nicher dans des objets qui sont indépendants du vêtement, mais qui ne sont pas visibles sur le vêtement puisqu'ils sont dans la poche.
Et enfin, j'essaierai de m'interroger sur la manière dont ces transformations contribuent à déplacer les problématiques à la fois du goût et du genre sur le corps masculin et ses mouvements. Alors, je suis allée un peu trop vite dans mes slides. Certains bijoux, aujourd'hui considérés comme féminins, sont aux périodes Tudor et Stuart unisexes, pouvant être portés indifféremment par une femme ou par un homme. C'est le cas des bagues, des boutons ou des boucles d'oreilles que l'on voit fréquemment sur les portraits masculins. J'en ai montré quelques-uns. Sans provenance avérée, il est parfois impossible de savoir si tel ou tel bijou a été porté ou a été possédé par un homme ou par une femme. C'est le cas, par exemple, dans la plupart des bijoux retrouvés dans le Cheapside Hoard, qui est une cache de bijoux qui a été trouvée en 1912 par des ouvriers qui faisaient des travaux dans une cave dans le Cheapside, et ils sont tombés sur une caisse contenant tout un ensemble de bijoux du XVIe et du XVIIe siècle. Et là, je vous en donne quelques exemples. Les bijoux sont d'ailleurs transmis d'un sexe à l'autre lors des héritages. Dans son testament établi en 1639, la duchesse de Richmond et Lennox distribue ses bijoux aux hommes de sa famille, léguant par exemple à son neveu « a chain of pearl to serve as a headband », tandis que la comtesse de Devonshire, en 1674, donne « the choicest of my jewels » à son fils « for the use of the heir male of the Earls of Devonshire », précise-t-elle, et qu'elle lui donne à lui, plus particulièrement, son great sapphire jewel, to wear it in memory of me, it being bestowed on me by my dear mother. Et on voit là comment un bijou passe d'une femme à un homme, et on ne sait pas ce qu'il en devient après, mais il y avait vraiment une fluidité de la catégorie. Si certains bijoux sont, eux, purement masculins, par exemple les pommeaux d'épée ou les insignes des ordres, tels que l'ordre de la Jarretière, et le rôle politique de certains bijoux tend à masculiniser leur pratique. C'est le cas des miniatures. J'ai parlé du bijou The Drake Jewel, mais les miniatures étaient souvent données aux cours à la fois d'Élisabeth et à la cour de James ensuite, qui a compris tout l'intérêt politique de la chose, à des favoris. C'est le cas donc de The Heneage Jewel ou The Light Jewel, dont vous voyez des exemples là. Et ça... Non, excusez-moi, voilà. On voit... donc le portrait de Thomas Light, excusez-moi, qui porte le bijou qui lui a été donné par James the Fast. Qu'il soit unisexe ou plus spécifiquement masculin, les bijoux sont alors portés à la surface de l'habit masculin. Ils le rehaussent, comme les ferrets précieux qu'on a vus sur l'habit de Henri VIII, et les pierreries qui ornent les vêtements des courtisans, et viennent se placer à des endroits stratégiques et hautement visibles, tels qu'aux abords de la tête, au centre du pourpoint, pour le bijou de poitrine. Alors, je vais vous donner un peu le mètre de mer, excusez-moi. Voilà. Le bijou de poitrine. Voilà, avec des exemples là de dessins de l'époque. Ou sur le chapeau, pour le hat jewel. Peu de ces bijoux, qui sont extrêmement précieux, ayant survécu dans leur forme originelle à cause des multiples transformations et ressertissages au cours de temps, ce sont ici les portraits et les inventaires, ainsi que les archives de certains joailliers qui nous renseignent. James the Fast est ainsi souvent représenté paré de bijoux de chapeau, tels que celui décrit dans son inventaire ainsi. Hop. A fair jewel, like a feather of gold, containing a fair table diamond in the midst, and 25 diamonds of diverse forms, made of sondra's other jewels. Mais ce n'est pas le seul. On le voit aussi dans un autre portrait, portant un bijou qu'on appelait the Mirror of Britain, je crois. The Mirror of Great Britain, composé d'un rubis et de 4 diamants, dont le célèbre Sancy. Arboré sur le chapeau, le bijou est à une place stratégique, hautement visible, incontournable. C'est d'ailleurs sur son chapeau qu'il veut que son fils Charles porte lui-même son bijou lors de sa visite en Espagne en 1623. Et il s'agit d'un bijou qui s'appelle, lui, les 3 frères, enfin, du nom des 3 gros rubis qui le composaient, et qu'on voit là au chapeau de James. Il lui écrit « The 3 brethren that you know full well,
but newly set, and the mirror fronts the fellow of the Portugal diamond, which I would wish you to wear alone in your hat, with a little black feather. Cet affichage du bijou à la surface du vêtement pouvait atteindre parfois l'extrême. Un manuscrit à la Harleian Library décrit ainsi le duc de Buckingham, favori de James. It was common with him at any ordinary dancing to have his cloaks trimmed with diamond buttons, to have diamond headbands, cockades, and earrings, to be yoked with manifold knots of pearls, in short, to be manacled, fettered, and imprisoned with jewels. Il s'agit certes d'un cas extrême, d'un homme noté pour son goût du luxe, de l'élégance, et critiqué pour tel. Néanmoins, ces usages du bijou très visible était une réalité, et pas simplement une réalité des hautes classes sociales, même si, bien sûr, pour les aristocrates, nous disposons de plus de sources. Mais dans la correspondance de la famille Oxenton, on voit que ce qui est une famille de la gentry du Kent, il apparaît que l'un de ses membres, Thomas, le fils, paraissait assez coquet, et il sortait apparemment paré de his silver headband, silver hitted sword, his mother's diamond ring on his finger, and his father's pearl in his ear. Mais déjà, à la fois entendre la description de ce jeune Thomas ou du duc de Buckingham, on voit qu'un soupçon de censure flotte autour de ces descriptions d'hommes trop coquets, dont les bijoux donnent à penser qu'ils sont peut-être, en tout cas c'est le cas pour Buckingham, efféminés. À l'aube du XVIIIe siècle, avec l'apparition de la figure du fop, l'équation entre d'un côté parure et féminité et de l'autre côté masculin ou masculinité et sobriété est plus clairement posée. À mesure que l'on s'avance vers et dans le XVIIIe siècle, les bijoux masculins se font plus discrets. Les boucles d'oreilles, qui étaient portées par certains hommes à la période jacobienne, sont laissées aux femmes. Et si les bagues continuent à être portées par les hommes, elles se font moins nombreuses et se distinguent plus nettement des bagues féminines dans leur esthétique ou leur sertissage. Le parlementaire et dilettante John Smith se fait représenter, par exemple, en 1773 par Pompeo Bertoni, avec une chevalière au doigt, une intaille dont la monture, d'une grande sobriété, tranche avec le type de bague portée par les femmes à la même époque. Et là, c'est un portrait de Copley, dont on voit la bague, et des bagues féminines à peu près de la même époque, qu'on appelle les giardinetti, des petits jardins, et on voit qu'il ne s'agit pas du tout du même genre de bague. Donc il semble apparaître à ce moment-là des bagues plus spécifiquement féminines, par opposition à des bagues qui seraient plus spécifiquement masculines, alors qu'au XVIIe siècle, ce n'était pas vraiment le cas. La nouvelle sobriété masculine est néanmoins à nuancer, bien sûr, dans le cas de la cour, où la magnificence de la parure reste à l'ordre du jour, pour les hommes comme pour les femmes. On a vu tout à l'heure les parures de diamants des tenues officielles. Et si les bustes des femmes se couvrent, et leurs pièces d'estomac se couvrent de diamants, de devants de corsage en pierrerie, les hommes se parent eux aussi de boutons et de boucles de diamants. Et ils continuent, bien sûr, d'arborer les insignes d'or et de diamants de l'ordre de la jarretière, dont les traditions ont été ravivées par Charles II au moment de sa restauration. Donc les grands Georges et les petits Georges, qui sont les noms des insignes, continuent d'orner les poitrines des grands du royaume. Pourtant, si les monarques se doivent de maintenir leur rang et d'asseoir leur légitimité aussi par rapport à une histoire, on a parlé de légitimité dynastique, c'est aussi de ça dont il s'agit, par la magnificence de leur parure, les aristocrates qui fréquentent la cour peuvent se permettre plus de simplicité. Ainsi, lorsque la mode de l'acier travaillé, cut steel, cet acier qui est coupé pour ressembler à de l'argent, est à son comble, Lord Clement se permet d'aller à l'anniversaire de la reine en 1771 avec des boutons en cut steel plutôt que des boutons d'argent réellement précieux. En effet, dans la plupart des circonstances, l'apparence masculine est devenue plus dépouillée et les bijoux tendent à se concentrer en certains points isolés. Ils sont nichés dans des détails plutôt que centraux et incontournables. Le bijou masculin au XVIIIe siècle est porté de manière solitaire, par exemple comme la bague de Smith, plutôt qu'en masse. Plutôt que de couvrir toutes les surfaces du vêtement, il va se polariser sur certains de ces détails. Les boutons de l'habit, les boucles de ses chaussures, les boucles de la culotte, les pommeaux d'épée ou ceux des cannes qui, dans la vie civile, prennent de plus en plus le pas sur l'épée. Ces détails se doivent néanmoins
eux-mêmes de rester discrets. Donc ça, c'est des exemples de boutons, mais on en a déjà parlé. Ils se doivent de rester discrets, à défaut, et de taille raisonnable. À défaut, l'homme sera ridicule, il se fera traiter de fop, voire à la fin du siècle de macaroni, ces hommes efféminés qui rivalisent d'extravagance dans leur apparence avec, entre autres, des boutons et des boucles de chaussures de taille démesurée, et qui sont ridiculisés par les satiristes pour leur vanité, mais aussi leur manque de virilité. Le bouton ou la boucle doivent donc rester à leur place, ne pas outrepasser leurs attributions. Celles-ci sont certes d'ornementer l'habit, mais pas seulement. Il ne s'agit en effet pas de bijoux purs, si je peux m'exprimer ainsi, c'est-à-dire de bijoux qui n'auraient d'autre fonction que de rehausser l'apparence. Ce sont des accessoires qui, en apparence tout au moins, ont une utilité, procèdent d'une nécessité pratique. Boucles et boutons semblent être là pour lier, tenir, assembler des parties du vêtement, là où un pendentif, tel il pouvait l'être porté à l'époque précédente, ne se prévalait d'aucune utilité, d'aucune nécessité, était dans un sens purement superflu. Bien qu'il s'agisse bien sûr là d'un simulacre d'utilité et que la boucle de chaussure n'ait pas plus de nécessité que le bijou de chapeau, tout se passe au XVIIIe siècle comme si le bijou n'était acceptable que parce qu'il se cachait sous l'apparence d'une certaine utilité. Donc là, si vous ne l'avez pas remarqué, je suis en train d'essayer de revenir sur l'opposition entre ornement et utilité, qui était ce qui semblait sous-tendre à l'analyse de Flugo. En outre, à côté des points de focalisation d'une parure qui se réfugie dans le détail du vêtement, plutôt que d'assumer pleinement sa futilité d'une certaine mesure, il y a aussi de nouveaux bijoux ou des accessoires précieux, indépendants de l'habit, ceux-là, qui s'affirment au XVIIIe siècle, tels que les montres, les tabatières, les seaux ou les nécessaires à écrire, nécessaires de toilette, étuis d'instruments mathématiques ou d'observations scientifiques. L'arrivée du tabac et la diffusion de ses usages sociaux, l'invention du mécanisme du balancier spirale qui rend les montres beaucoup plus fiables, sans pour autant augmenter leur volume, la diffusion des pratiques de l'écrit, l'émergence d'une nouvelle culture scientifique ou encore les changements relatifs à l'hygiène personnelle sont autant de facteurs qui expliquent l'apparition de ces nouveaux accessoires. Il s'agit ici aussi d'accessoires qui affichent leur utilité, comme pour les boutons et les boucles, qui paradent sous couvert de services rendus. S'ils ne sont pas tous incrustés de diamants, ils sont néanmoins souvent richement ornés. En or, en émail peint, en écailles de tortue, en porcelaine ou recouverts de galuchas, c'est-à-dire de peau de requin ou de roussette. Ces objets portatifs, à la fois ingénieux et coûteux, sont emblématiques de la culture du luxe qui se fait jour au XVIIIe siècle. Mais si leur fonction première semble être l'utilité, contenir son tabac, donner l'heure, permettre d'écrire et de sceller des lettres depuis n'importe quel lieu, on peut y voir autant en réalité, bien sûr, de bijoux détournés. Pour certains, l'utilité paraît toute relative. Que pouvait-on réellement écrire sur les fines lamelles d'ivoire de quelques centimètres simplement des étuis, tandis que pour d'autres, la fonction de bijou, la préciosité et le raffinement de l'ouvrage dépassent clairement celle de la fonctionnalité, comme par exemple dans le cas de la montre incrustée de diamants, achetée par Sir Watkins William Wynne à Paris pour la somme exorbitante de 400 livres. Le bijou s'est alors déplacé dans l'accessoire de poche avec, comme pour les boutons et les boucles, le prétexte de l'utilité. Là encore, tant que l'utilité semble être première, ils sont acceptables. Dès que l'ornement semble trop clairement dépasser la fonctionnalité, ils peuvent être condamnés. Dans les conseils prodigués à son fils, parti par faire son éducation en France, le comte Chesterfield le met en garde. A fool cannot withstand the charms of a toy shop. Snuff boxes, watches, heads of canes are his destruction. Il enjoint à la plus grande modération. Have one snuff box, if you take snuff, and one handsome sword, but then no more very pretty and very useless things. On retrouve pretty useless. Dans la même veine, déplorant le consumérisme de certains de ses contemporains, Adam Smith, dans The Theory of Moral Sentiment, écrit « How many people ruin themselves by laying out money on trinkets of frivolous utility? What pleases these lovers of toys is not so much the utility as the aptness of the machines which are fitted to promote it. All their pockets
are stuffed with little conveniences. They contrive new pockets, unknown in the clothes of other people, in order to carry a great number. They walk about, loaded with a multitude of baubles, in weight and sometimes in value, not inferior to an ordinary juice box, some of which may sometimes be of some little use, but all of which might at all times be very well spared, and of which the whole utility is certainly not worth the fatigue of bearing the burden. Outre l'utilité problématique de ces trinkets, baubles ou little conveniences, comme ils les appellent, la citation de Smith rappelle que ces gadgets coûteux sont portés dans la poche. Les objets bijoux, que sont les tabatières, les montres ou les étuis, ne sont pas arborés à la surface du vêtement, comme pouvait l'être le pendentif ou comme le sont les boucles, mais se dissimulent dans ses profondeurs. Portés dans la poche, ils ne deviennent visibles que lorsqu'ils sont utilisés. Les enjeux du bijou masculin se déplacent alors vers le corps masculin lui-même, qui manipule et met en action ces bijoux portatifs et devient le vecteur à la fois de la distinction, mais bien sûr aussi du genre. Une annonce publiée dans The Spectator déclare que le joaillier Charles Lilly organise des cours pour apprendre aux hommes à tenir leur boîte à priser, la sortir élégamment de leur poche, offrir du tabac à la compagnie. The exercise of the snuff box, according to the most fashionable airs and motions, will be taught at Charles Lilly's, and attendance given for the benefit of the young merchants about the exchange for 2 hours every day at noon. There will be likewise taught the ceremony of the snuff box, or rules for offering snuff to a stranger, a friend, or a mistress, according to the degree of familiarity or distance, with an explanation of the surly pinch and the gestures proper to each of them. Bien qu'il s'agisse bien évidemment d'une annonce parodique qui n'est pas à prendre au premier degré, on peut néanmoins y lire l'importance nouvelle que les gestes autour d'un objet comme la tabatière acquièrent. Sans qu'il y ait eu véritablement de cours de maniement de tabatière, la satire n'aurait pas lieu d'être s'il n'y avait pas manière et manière de tenir sa tabatière. La littérature de conseil qui se charge au XVIIIe siècle de réguler les mouvements du corps en toutes circonstances, enseignait non seulement à l'aide de descriptifs et aussi de gravures, la manière de danser, de saluer, mais aussi celle de se tenir ou de donner un objet. Ici, vous avez « to give or receive an object » à quelqu'un, par exemple. À l'ère où les matières d'imitation, comme le pinchbeck, qui imite l'or, le strass, qui imite le diamant, permettent à tout un chacun de se procurer ces objets bijoux, les gestes et l'attitude corporelle redoublent d'importance dans les enjeux de distinction et prennent le pas sur le seul critère de la richesse visible des apparences. Toujours dans les lettres à son fils, Chesterfield écrit à propos de la tenue de celui-ci. « Let it have du brillant. I do not mean by it a clumsy load of gold and silver. If your motions and carriage are not graceful, gentle and natural, your fine clothes will only display your awkwardness the more. » Le brillant de l'apparence ne réside pas dans la quantité d'or ou d'argent que l'on voit à la surface de l'habit, que ce soit dans son étoffe ou dans ses ornements, mais dans la manière d'être, dans un je ne sais quoi qui réside dans la manière de se tenir, la grâce des gestes. Dès lors, la manipulation des objets bijoux permettait aux hommes de faire preuve de cette grâce en orchestrant une chorégraphie gestuelle aux multiples écueils. Il fallait à l'homme de goût, sans hésitation ou erreur, trouver dans ses différentes poches ces différents accessoires pour pouvoir les utiliser au moment opportun. La difficulté ne résidait pas simplement dans la localisation ou l'extraction fluide des objets des différentes poches, mais aussi dans leur manipulation. La miniaturisation des objets, qui se trouvent dans les nécessaires par exemple, et la minutie requise pour les utiliser, rendaient leur manipulation également discriminante. Savoir d'une seule main sortir sa montre de son gousset, ouvrir le clapet pour y lire l'heure, savoir en remonter le mécanisme avec la minuscule clé à cet effet, assembler ou démonter les différents instruments miniatures qui se trouvaient dans les étuis, ouvrir sa lorgnette, lire l'heure dans ce pommeau de canne qui se double aussi d'une montre. Tous ces gestes étaient évidemment socialement discriminants.
et permettait à l'homme donner à l'homme une occasion où l'élégance et la grâce de ses gestes pouvaient s'exprimer, ou au contraire, où la gaucherie individuelle et l'affectation étaient révélées. En outre, ces gestes étant spécifiquement masculins, puisque les femmes à l'époque disposent de poches très différentes de celles des hommes, dans la manipulation de ces objets, ce qui se joue, ce n'est pas seulement le goût et la distinction, mais aussi la question du genre. Ainsi, au lieu de signaler un caractère efféminé, les bijoux de poche que sont montre à gousset, à bâtière et nécessaire deviennent les accessoires nécessaires à la performance d'une masculinité incarnée. Merci.